Redénouement également, un autre otage a recouvré la liberté. Riyad Ali, ce journaliste arabe israélien du réseau CNN qui a été enlevé hier dans la bande de Gaza. Il affirme que ses ravisseurs se sont identifiés comme membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, un groupe lié au Fatah de Yasser Arafat. Mais il refuse de dire si des conditions accompagnaient sa libération. Québec. Certainement que c'est comme ça qu'on appelait les expos à leur début. Eh bien, cette fois, c'est vraiment la fin pour nos amours. On va parler avec Yves Malo et Félix Séguin, qui sont tous les deux au Stade olympique. Bonsoir tous les deux. If you're asking me from a pure business standpoint, what kind of day is it? It's a terrific day for baseball. Alors voilà, Pierre, il l'a dit, pour Montréal, sur le plan émotif, c'est toujours une journée triste, mais pour le baseball, mon Dieu que c'est une belle journée. Oui, et d'ailleurs, pendant que vous nous parlez, Yves, on voit des images de Washington où on annonce présentement que les Expos vont être là dès l'an prochain dans le vieux stade qu'on a réaménagé au coût de 7 millions de dollars pour les 3 ou 4 prochaines saisons, mais c'est 400 millions qu'on va investir dans la construction d'un nouveau stade du côté de Washington. Monsieur Tavares nous l'a dit d'ailleurs, ils vont jouer au stade RFK là-bas à Washington, mais pour la saison 2007-2008, il y aura un tout nouveau stade. Donc, évidemment, on se dirige là, pour le plan professionnel, évidemment, vers un avenir beaucoup plus clair, beaucoup plus beau. Il n'y a plus d'expo, là. C'est un W pour Washington. Un W pour Washington. Je vous parle des gens qui se sont présentés au guichet cet après-midi. Nous en avons rencontré quelques-uns qui voulaient absolument être au match ce soir. On vous fait entendre le vox pop qu'on a fait avec ces gens. C'est comme aller à des funérailles. Hein? Je connaissais pas beaucoup le défunt, mais il faut payer nos respects. Tu sais, quand on était fiers là, que les Expos gagnent 10, 15 parties de suite, on était fiers de Montréal. Là, on vient pour les funérailles. On va passer pour Washington. Ça, c'est le stade olympique que le monde n'aime pas. Ça, c'est un stade dehors, là, ça sera mieux. J'ai commencé en 70 au Parc Jarry, alors, tu sais, la fin d'un rêve. Alors voilà, Pierre, les gens étaient ou fatalistes ou bien émus. Mais je vous dis aussi qu'il y a des gens qui se sont présentés au guichet simplement pour acheter des billets avec aucune intention d'aller au match, tout simplement pour avoir un objet de collection. Bien, Yves, on va aller faire un tour du côté de la billetterie, justement. C'est dans la rotonde. Ça n'a pas l'air du tout d'une veillée funéraire, là, Yves, Félix Séguin. Non, pas du tout. On va vous montrer d'ailleurs, c'est plein ici à la billetterie. Vous regardez ça, ce sont des gens qui attendent que les portes ouvrent. À côté, c'est une bizarre de dualité. Il y a les gens qui veulent sauver les expos. On revient, venez vous promener un peu dans la foule pour voir qu'il y a des gens ici qui veulent toujours que les expos restent. On sait maintenant que ce n'est plus possible. Il y a des gens qui viennent assister au dernier match dans l'esprit de fête, mais avec un peu de tristesse. Vous, pourquoi vous venez assister au dernier match? Parce que j'ai assisté au premier match, puis le dernier match, pour moi, ça a une valeur significative. Mettons, j'ai toujours aimé les expos. Je suis peut-être pas venu souvent dans les dernières années, mais je les ai suivis dans les années 81 à 94. À mon premier match, j'avais 15 ans. Mon fils, aujourd'hui, il vient au dernier match. Lui, il a 15 ans aujourd'hui. Ça conclut la boucle des expos. Alors, ça fait un peu, ça fait un pincement au cœur, c'est ça? Oui, oui. Sincèrement, là... J'aurais aimé souhaiter qu'il reste à Montréal avec une meilleure équipe, là, mais c'est pas le cas. Merci. Bon match, malgré tout. Non, encore au baseball de Montréal, c'est le temps d'y filmer. Oui, on me dit qu'il y a encore des gens vous venez de l'entendre, il y a des gens qui se refusent à croire cette nouvelle-là. Malgré tout, je vous dis, Pierre, en terminant, on attend 35 000 personnes. On vient de parler aux gens de la billetterie au minimum ce soir, oui. Du monde là-bas. Merci. Allez. Il y a un homme de Longueuil qui a été condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de son colocataire. C'est une sentence qui paraît très clémente, mais Joël Goulet, la défense a réussi à prouver que Martin Veilleux n'avait pas toute sa tête au moment du crime parce qu'il avait fumé du pot. Voilà, Pierre, 2 psychiatres réputés en sont arrivés à la conclusion que la marijuana fumée par Martin Veilleux dans les heures précédant le meurtre a eu une influence dévastatrice sur lui, que la marijuana serait même à l'origine de ce meurtre-là. Pourquoi? On dit que le pot fumé par Martin Veilleux avait une telle teneur en THC qu'il n'aurait pas été en mesure de formuler une intention réelle de tuer. Voilà pourquoi le juge Gilles Hébert de la Cour supérieure l'a condamné ce matin à une peine globale de 8 ans de pénitencier pour l'homicide involontaire de Raymond Galland, son colocataire. C'est survenu le 5 mars 2003 dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil. Mais en calculant la détention préventive, cette peine chute à seulement 5 ans de pénitencier. En tout cas, la famille de la victime est révoltée par cette sentence de 8 ans.
Voilà, les proches de Raymond Galland qui ont vraiment difficilement encaissé cette sentence-là. Ils sont d'avis désormais que le fait de fumer du pot peut constituer un passeport pour obtenir une sentence clémente une fois devant les tribunaux. Nous les avons rencontrés au sortir de la salle d'audience et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient littéralement outrés par la décision du juge Hébert. On peut les entendre. Juste parce qu'il aurait fumé un joint, c'est impossible. N'importe qui peut en prendre un, puis il n'ira pas tuer le gars qui va l'aider. C'est... Non. Il y a difficulté à avaler cette sentence. Oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait depuis 92 qu'ils jouent dans la drogue, depuis l'âge de 9 ans. Puis ils sont pas capables de donner une sentence plus que 5 ans. La justice, là, c'est la merde. Alors, le juge Gilbert espère que cette affaire va sensibiliser la population aux conséquences parfois imprévisibles de la consommation de marijuana. Bon, on va revenir là-dessus. Merci. Au revoir. Mais pour l'instant, c'est cet accident inusité qui est survenu dans la nuit d'hier sur l'autoroute 30 à Longueuil. Un homme qui avait survécu à un accident a été happé à mort par un camion en traversant l'autoroute à pied. Jean-François Guérin, le conducteur de ce camion, a été arrêté. Hier, on le considérait comme témoin important. Là, on l'a arrêté. Oui, exactement. Par ailleurs, hier, on vous disait que cet homme de 34 ans de Ormstown, en Montérégie, était rencontré par les policiers, qu'on prenait sa version des faits, puisqu'il s'était présenté aux policiers quelques heures après l'appel lancé au public et qu'il avait dit, je pense que c'est moi le conducteur impliqué, j'ai des dommages sur mon camion, et qu'il avait livré à sa version aux policiers. Les policiers l'ont mis plus tard en journée en état d'arrestation pour délit de fuite ayant causé la mort pour l'instant. Mais Pierre, il faut bien comprendre que l'homme a été remis en liberté pour la suite de l'enquête avec promesse de comparaître s'il y a lieu. Les policiers de la Sûreté du Québec, les gens de la Société d'assurance auto du Québec également, qui ont mené toute la journée des expertises sur le véhicule. Il semble bien qu'effectivement, c'est le bon véhicule, c'est le véhicule impliqué. Ce qu'il faut établir maintenant, Pierre, à partir de maintenant et pour les prochains jours, est-ce que cet individu-là, au volant de ce camion, s'est rendu compte qu'il a frappé quelqu'un? On sait que c'était un peu sombre dans ce secteur de l'autoroute 30. Il était minuit, il n'y a pas d'éclairage dans ce secteur-là qui fonctionne. Est-ce que le choc était tel qu'il aurait dû s'en apercevoir? C'est tout ça qu'on va devoir établir. On va présenter un rapport à un procureur qui, lui, devra déterminer si ou non il y aura finalement des accusations portées contre cet homme. Merci. Au revoir. Du côté de Salaberry-Valleyfield, il y a un homme qui est parti en croisade contre les criminels de la route. Il faut dire que Mario Duprat est particulièrement touché par ce problème puisque son fils de 11 ans a été tué par un chauffard ivre le 12 mai dernier alors qu'il circulait en vélo. M. Duprat a donc décidé de mener sa propre campagne de sensibilisation. Vous le voyez ici à bord de cette voiture. Il sillonne les rues de sa ville. Une voiture qui a cette affiche dénonçant les conducteurs en état d'ébriété. M. Duprat sera d'ailleurs avec nous un peu plus tard dans ce bulletin. Ça va bien, ça roule! La générosité des Québécois déborde littéralement à l'endroit des sinistrés d'Haïti. Et puis, le docteur Jocelyn Lucier, un pédiatre très occupé. Avec les employés ce matin, on y revient à 18h. Bon, à Montréal. De la part de tous les Québécois, vous l'avez vécu comme nous depuis la fin de semaine et je pense que même depuis qu'on a appris qu'il y avait eu cette tempête tropicale Jeanne qui avait dévasté la région des Gonaïves plus particulièrement. Alors si on revient sur l'aide canadienne, Maxime Landry, vous avez appris que la Défense nationale envisage maintenant d'augmenter les vols à destination d'Haïti tellement on a de matériel à envoyer là-bas. Ah oui, les entrepôts débordent encore, Pierre. Alors, vous savez, hier, on vous a montré ces images d'un avion Hercule. Ce matin, c'est un avion Airbus de la Défense nationale qui est à l'aéroport Trudeau et qui a donc été chargé. Vous savez que cet avion-là peut contenir jusqu'à 30 tonnes de matériel. Donc, les militaires se sont affairés à le remplir et cet avion-là a pris la direction d'Haïti. Sauf que chez Moisson Montréal, donc, il reste encore plein de matériel, l'équivalent d'environ une quarantaine de camions semi-remorques. C'est énorme. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a eu des discussions aujourd'hui entre les responsables de la logistique à Montréal et la Défense nationale. Et ça pourrait amener la Défense nationale à faire entre 12 et 30 vols d'avions cargo supplémentaires. C'est pas rien, ça, Pierre. 12 et 30? Entre 12 et 30. Ça dépend si on va utiliser un avion Hercule ou un avion Airbus. Sauf qu'il n'y a rien de confirmé pour l'instant, mais c'est certain qu'on ne pourra pas laisser dormir tout le matériel dans les entrepôts. D'ailleurs, vous voyez ces images qui ont été tournées aujourd'hui chez Moisson Montréal. Après les médicaments, après les denrées, ce sont les vêtements qu'on trie actuellement. On en a encore certainement pour quelques jours et à peu près tout le monde avoue qu'on n'a jamais vu une opération de la sorte s'organiser aussi rapidement. Considérant également tout ce qu'on a vu comme image là-bas, les besoins sont importants. Et quelle est la situation aujourd'hui à Haïti
Disons que ça demeure tendu, hein. Il y a encore eu des actes de pillage rapportés par des témoins sur place, des gens, entre autres, là, qui se sont emparés de sacs de riz, même d'une citerne d'eau potable. Alors, bien sûr que le pillage, oui, s'effectue là-bas, mais il reste que les besoins sont considérables. Alors, pas question du côté de la Croix-Rouge et des autres organismes sur place de cesser l'alimentation et l'acheminement d'aide. D'ailleurs, je termine, Pierre, en vous parlant, vous savez, les sommes Radioton, oui, c'est ce que je voulais savoir. Oxfam, le Ceci, la Croix-Rouge, si on combine tout ça là, en date de ce soir, on parle de 2 600 000 $ amassés au cours des derniers jours. C'est considérable. Très belle générosité, ben oui. Absolument. Moi, j'en reviens pas encore de 12 à 30 vols vers Haïti. Ah, important. Oui. Merci. Oui. Au revoir. Le procès du docteur Jocelyn Lucier, lui qui est accusé d'agression sexuelle sur des patients, se poursuit du côté de Drummondville. On va en parler avec José Cloutier. José, c'est sa secrétaire qui est venue dire aujourd'hui que le docteur Lucier était débordé de travail au moment de son arrestation. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme une fidèle alliée de son ancien employeur que la secrétaire médicale Diane Boisvert s'est présentée à la cour aujourd'hui à Drummondville. Alors, elle est venue expliquer, comme vous le disiez, que le pédiatre avait une charge de travail immense, qu'il était débordé au moment de son arrestation pour agression sexuelle. Elle s'est permis de dire qu'humainement, c'était impossible pour le docteur Lucier de prendre une telle charge de travail, une telle charge qui, à ses yeux, justifiait justement que le docteur Lucier n'ait pas le temps nécessaire pour compléter adéquatement tous ses dossiers. Une explication tout de même qui aura étonné le juge Conrad Chapdelaine, qui s'est permis de valider auprès d'elle certaines informations à l'effet, entre autres, qu'un même patient avait été revu dans un court laps de temps à 5 reprises sans qu'aucune note soit compilée à son dossier médical. Enfin, en après-midi, la défense a amené à la barre son dernier témoin, qui est un chimiste, qui lui a mis en doute la crédibilité des tests d'ADN réalisés par un expert de la Couronne. Alors, ça commence à être long, ce procès, il me semble. 19e jour de procès aujourd'hui. Tout cela avait été précédé par 15 jours d'enquête préliminaire. Alors, lundi débuteront les plaidoiries de la Couronne et de la défense. Et comme c'est un procès qui s'est déroulé devant juge seul, on attendra tous avec impatience le verdict du juge Conrad Chapdelaine. Merci. Alors, on est dans le dernier sprint. Maintenant, au palais de justice de Montréal, c'est le chef du Parti québécois, Bernard Landry, qui a livré un témoignage émotif dans la cause qui l'oppose au quotidien de Gazette. Le chef péquiste poursuit en effet le journal en diffamation pour avoir affirmé, c'était en 1998, qu'il avait demandé un traitement de faveur à l'hôpital Pierre-Boucher pour sa femme, hospitalisée alors pour un cancer. Bernard Landry a versé quelques larmes quand il a été question de son épouse Lorraine, aujourd'hui décédée. Le contenu de la nouvelle, publiée par 2 gazettes, avait été démenti par la suite. Appel déchirant d'un otage britannique du fond de sa cage en Irak. Bruxelles. Thierry Lhermitte en entrevue par satellite avec Herbie à Paris et Julie à Montréal. Lucie Laurier et Roy Dupuis en exclusivité sur le plateau de tournage du film C'est pas moi, c'est l'autre. Aussi, les scènes osées sont-elles une menace pour les couples vedettes? Maybelline New York présente Star System. Ce jeudi 19h30, juste avant Occupation Double. Ne manquez pas le magazine Star System en kiosque dès maintenant. Qui retient l'attention encore ce soir. On passe par toutes sortes d'émotions. En fait, un mélange de joie, d'inquiétude, d'espoir. Richard Latendresse, si on y allait d'abord par l'inquiétude, pas rassurante, les dernières images du Britannique